Il était une fois, dans la ville de Banda, une femme nommée Mana'a. Mana'a était connue pour sa gentillesse et était aimée de tous. Elle était mariée à un pasteur, un homme très respecté dans la communauté, et les gens louaient souvent la manière dont il la traitait. Il la comblait d'amour et d'attention, répondant à tous ses besoins. De l'extérieur, il semblait que Mana'a avait tout. Un mari aimant, une belle maison, des voitures, des vêtements élégants et des bijoux. Cependant, elle n'était pas aussi heureuse qu'elle en avait l'air en public. Toute sa vie, elle avait rêvé d'avoir un bébé, et depuis son mariage, elle et son mari avaient tout essayé pour concevoir, mais rien ne fonctionnait. Malgré ses prières constantes, Dieu ne l'avait pas bénie avec un enfant. Mana'a se retrouvait souvent à genoux, pleurant et demandant à Dieu pourquoi. Un jour, ses prières furent enfin exaucées. Mana'a tomba enceinte et sa joie n'avait pas de limite. Son mari était fou de joie, la comblant d'encore plus d'amour et d'affection qu'auparavant. Mana'a adorait être enceinte et se sentait vraiment bénie. À mesure que son ventre grossissait, l'amour entre elle et son mari grandissait aussi. Ils passaient leurs soirées à parler à leur bébé, à rêver de l'avenir et à préparer la chambre du bébé. Toute la ville partageait leur joie, offrant des félicitations et leur soutien. Mana'a avait l'impression de porter un cadeau précieux. Quand le moment fut venu, elle donna naissance à une belle fille en bonne santé qu'ils nommèrent Suru. Dès que Suru naquit, Mana'a et son mari l'entourèrent de tout leur amour et leurs soins. Mana'a s'assura que Suru avait tout ce dont elle avait besoin pour être heureuse. Leur maison était remplie de rires et de joie à mesure que Suru grandissait. Mana'a adorait être mère tout autant qu'elle avait aimé être enceinte. Elle chérissait les moments où les yeux de sa fille s'illuminaient de curiosité et de plaisir. Elle passait des heures avec Suru, lui lisant des histoires et lui chantant des berceuses. Son mari adorait aussi leur petite fille, la berçant souvent dans ses bras et lui murmurant des mots doux. Il célébrait chaque étape importante, du premier sourire de Suru à ses premiers pas et ses premiers mots. À mesure que Suru grandissait, Mana'a s'attacha beaucoup à elle. Elles passaient chaque moment ensemble, et lorsque Suru allait à l'école le matin, Mana'a restait aux alentours de l'école, attendant la fin des cours pour pouvoir revoir sa fille. Elle ressentait une douleur constante dans son cœur à chaque fois qu'elles étaient séparées, toujours inquiète du bien-être de Suru. Mana'a emmenait Suru partout où elle allait. Leur lien était si fort que le mari de Mana'a plaisantait souvent en disant qu'il semblait que l'une ne pourrait pas vivre sans l'autre. L'amour de Mana'a pour Suru était si puissant qu'elle ne supportait pas l'idée que quelque chose arrive à sa précieuse fille. Mana'a ne faisait confiance à personne dans le monde pour s'occuper de sa fille. C'est pourquoi, lorsque Suru eut 12 ans et qu'il fut temps pour elle d'aller dans un internat dans la ville voisine, Mana'a eut beaucoup de mal à l'accepter. L'école, dirigée par des sœurs religieuses, était la meilleure de la région. Bien que Mana'a détestât l'idée d'être séparée de sa fille pendant des mois, elle savait qu'une bonne éducation était cruciale pour l'avenir de Suru, et elle voulait le meilleur pour elle. Mana'a et son mari en discutèrent pendant des mois, et Mana'a pleura lorsqu'elle prit finalement la décision difficile d'inscrire Suru dans cette école. Le jour de la rentrée, Mana'a conduisit à contre-cœur sa fille à l'internat de Sainte-Mara pour filles. Pendant tout le trajet, quelque chose en elle l'incitait à faire demi-tour et à rentrer chez elle, mais elle continua d'avancer. Le campus était animé lorsqu'elles arrivèrent. Parents et enfants étaient partout, discutant avec enthousiasme en déchargeant les valises de leur voiture. Les élèves plus âgés s'alignaient à l'entrée de l'école, accueillant tout le monde et aidant les nouvelles à se repérer sur le campus. Le campus de l'école était magnifique et les filles étaient bien habillées et très polies, ce qui donna à Mana'a un sentiment de réconfort.
Quand tout le monde fut installé et qu'il fut temps pour les parents de partir, Manaa serra sa fille contre elle. Elle se tenait près de la porte de l'école, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait Suru suivre les filles plus âgées dans le campus. Elle la regarda disparaître au détour d'un chemin, discutant joyeusement avec ses nouvelles amies. Manaa lutta contre l'envie de courir après sa fille, de l'attraper et de la ramener à la maison, là où elle appartenait. Mais Manaa savait aussi qu'elle devait lâcher prise. Elle remonta dans sa voiture, pleurant en rentrant chez elle et comptant les jours jusqu'à ce qu'elle puisse revenir chercher sa fille. Le trimestre durait 3 mois et elle souhaitait que le temps passe vite. Elle passa ces 3 mois à faire des cauchemars constants et à appeler chaque semaine les sœurs religieuses pour vérifier comment allait sa fille, qui semblait se porter très bien. 3 mois plus tard, le jour de la fermeture, Manaa fut la première parent à arriver à l'école. Elle était si excitée de voir Suru qu'elle pouvait à peine rester en place. Elle portait une grande boîte à lunch remplie des plats préférés de sa fille qu'elle avait préparés toute la nuit. Lorsque les portes de l'école s'ouvrirent et que les élèves commencèrent à sortir, Manaa chercha avec impatience le visage de Suru dans la foule. L'atmosphère devint animée lorsque les élèves repérèrent leurs parents et coururent vers eux. Manaa attendit et attendit que Suru apparaisse, se mettant sur la pointe des pieds en scrutant la foule. Elle commença à s'inquiéter lorsque, quelques instants plus tard, Suru n'était toujours pas là et que la foule des élèves sortant des portes avait diminué. Son cœur se mit à battre rapidement et son excitation se transformait en peur. Où était Suru? Qu'est-ce qui la retardait? Manaa entra dans les portes et commença à demander autour d'elle. Elle interrogea quiconque elle trouvait. Le gardien dit qu'il n'avait pas vu Suru quitter le campus. Elle demanda à ses camarades de classe si elles l'avaient vue. Et elles dirent toutes oui, qu'elles l'avaient vue seulement quelques minutes plus tôt. Cela calma un peu Manaa, mais son cœur continuait de battre à toute vitesse. Elle s'approcha du directeur de l'école et des enseignants ensuite, qui confirmèrent tous qu'ils avaient vu Suru récemment. Mais où était-elle? Manaa demanda. Sa panique grandissait, rendant sa respiration difficile. Bien que tous prétendaient l'avoir vue il y a peu, quelque chose ne semblait pas correct à Manaa. Elle courut dans le campus à la recherche de sa fille. Elle chercha partout, mais sa fille était introuvable. Les autorités de l'école se joignirent bientôt à elle, cherchant chaque recoin de l'école, mais personne ne pouvait trouver Suru. Le pire cauchemar de Manaa s'était réalisé. Où était sa fille? Elle se prit la tête entre les mains et commença à tourner en rond. Elle ne pouvait pas respirer. Les gens lui parlaient, mais elle ne pouvait entendre personne. Cela ne pouvait pas lui arriver. Elle ferma les yeux et pria pour que ce cauchemar disparaisse lorsqu'elle les ouvrirait. Mais quand elle ouvrit les yeux, Suru manquait toujours à l'appel. Il commençait à faire sombre à ce moment-là. Et le directeur de l'école suggéra que tout le monde rentre chez soi et continue les recherches le lendemain. C'est alors que Manaa perdit la tête. Elle se jeta sur le directeur. Comment pouvait-il suggérer une telle chose? Et si sa fille avait besoin d'elle? Tout était de la faute du directeur. Sa fille manquait à l'appel à cause de leur négligence. Ils allaient tous payer. Elle les ferait tous payer s'ils ne retrouvaient pas sa fille rapidement. Elle passa cette nuit à l'école et toute la nuit, Manaa tourna en rond sur le campus, appelant sa fille, espérant qu'elle l'entende. Elle vérifia sous les bancs et regarda derrière les bâtiments, espérant que sa fille se cachait là, jouant à cache-cache. Mais au matin, elle n'avait toujours pas trouvé Suru. Son mari, qui était en voyage d'affaires, arriva à l'école le lendemain matin. Il était tout aussi dévasté. Manaa essaya de parler pour expliquer ce qui s'était passé à son mari, mais sa voix la trahit. Elle essaya de pleurer,
Mais ses larmes s'étaient toutes asséchées, après avoir pleuré toute la nuit, sans savoir où se trouvait sa fille. Elle se sentait vide à l'intérieur. Elle se sentait comme un ballon dégonflé. Passer 1 minute de plus sans sa fille, elle voulait simplement s'allonger et mourir. Elle suivit son mari à contre-cœur jusqu'à la maison. La police était maintenant partout sur le campus, cherchant Suru, et il n'y avait rien que Manaha et son mari pouvaient faire, si ce n'était rentrer chez eux et attendre. Manaha priait pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar, mais ce n'était pas un cauchemar. Un jour se transforma en 2, puis en 1 semaine, et toujours aucun signe de Suru. Manaha et son mari firent appel à toutes les faveurs qu'ils avaient et utilisèrent tous les services à leur disposition, mais Suru restait introuvable. Elle avait tout simplement disparu. Il n'y avait aucune trace, aucun indice, rien, et cela n'avait aucun sens. Comment une fille de 12 ans pouvait-elle disparaître sans que personne ne la voie ? Tout le monde était perplexe. Après 1 mois de recherche, la douleur devint insupportable pour Manaha. Ne pas savoir où se trouvait sa fille, ni si elle allait bien, était la pire punition pour une mère. 1 mois se transforma en 2, puis en 1 an, et elle perdit tout espoir. Chaque jour qui passait, elle perdait l'envie de vivre. Son mari fit tout pour lui remonter le moral. Mais elle ne se sentait plus connectée au monde comme elle l'était quand elle avait sa fille. Elle arrêta de manger et de prendre soin d'elle-même, et finalement, elle tomba malade. Un jour, elle mourut tout simplement de chagrin, incapable de vivre dans un monde sans sa fille. Sa famille et les habitants de la ville la pleurèrent profondément, espérant que son âme irait au paradis. Pour s'en assurer, ils l'enterrèrent avec ses chaussures préférées, une paire d'escarpins rouges pointus que sa fille lui avait offert comme cadeau d'anniversaire. Mais l'âme de Manaha n'alla pas au paradis, comme sa famille et les habitants de la ville l'espéraient. Elle n'alla pas en enfer non plus. Au lieu de cela, son fantôme erra sans fin dans les couloirs de l'ancienne école de sa fille, avec un seul objectif en tête, retrouver Suru. Chaque nuit, son fantôme sortait de l'obscurité et tournait autour du campus de l'école comme elle l'avait fait le premier jour où sa fille avait disparu, soulevant et déposant des objets, vérifiant sous les bancs et jetant un coup d'œil derrière les bâtiments. À minuit pile, frustrée de ne pas pouvoir trouver sa fille, elle entrait dans le dortoir des filles, s'arrêtant à chaque lit pour vérifier si la fille qui y dormait était Suru. Elle s'attardait dans l'ancien dortoir de Suru, passant plus de temps près du lit où sa fille dormait autrefois, touchant le visage de la fille qui dormait maintenant là, chuchotant son nom, puis soupirant de déception lorsque la fille ne répondait pas. Ensuite, elle repartait pour revenir le lendemain. Les élèves de Sainte-Mara, bien sûr, ne connaissaient pas l'histoire que je viens de vous raconter. Elles n'avaient aucune idée de qui était Manaha ou de son passé. Tout. Ce qu'elles savaient, c'était qu'il y avait un fantôme qui hantait leur école, et elles l'appelaient « Crush Crush » à cause du bruit que faisaient les talons hauts lorsqu'il entrait dans leur dortoir. Elles ne voyaient jamais le visage ou la silhouette du fantôme. Elles ne voyaient que des talons rouges sans marcher de long en large dans le dortoir sans pied dedans. Les filles étaient terrifiées par le fantôme, et il était même devenu la norme que tout le monde devait être endormi avant minuit, juste pour éviter d'entendre le fantôme. Des plaintes avaient été adressées aux enseignants et aux parents, certaines élèves suppliant d'être envoyées dans une autre école, mais personne ne les croyait. Les adultes pensaient tous qu'elles imaginaient des choses. Une fille en particulier, appelée l'homme, prenez note de cette fille que je viens de mentionner, car c'est elle qui nous aidera à découvrir ce qui est arrivé à Suru, la fille disparue. L'homme occupait le lit qui appartenait autrefois à Suru, et à cause de cela, elle se sentait plus hantée par le fantôme que quiconque à l'école. Alors que le fantôme ne visitait brièvement que les lits des autres filles, il s'attardait près du lit de l'homme pendant des minutes, parfois jusqu'à 1 heure,
la touchant et lui chuchotant. Cela rendait l'homme très mal à l'aise et l'empêchait de dormir la nuit. Elle voulait que cela cesse. Elle voulait désespérément que le fantôme cesse de la toucher et de lui chuchoter. Alors un jour, l'homme rassembla 2 de ses amis et elles décidèrent toutes de parler au fantôme. Le plan était de demander au fantôme ce qu'il voulait et de trouver un moyen de l'apaiser, espérant qu'il cesserait de hanter leur école et de rendre leur vie misérable. Une nuit, l'homme et ses 2 amis restèrent éveillés jusqu'à minuit, quand tout le monde dormait. Elles étaient terrifiées, car aucune d'elles n'avait d'expérience avec les fantômes, mais elles étaient assez désespérées pour essayer. Les visites nocturnes du fantôme les rendaient folles. En réalité, l'homme savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait un passé unique que ses amis ne connaissaient pas. Son père était un prêtre catholique et un exorciste, mais personne ne le savait, car les prêtres n'étaient pas censés avoir des enfants. Étonnamment, l'homme avait une bonne relation avec son père. Ils se rencontraient secrètement régulièrement, et il lui avait appris beaucoup de choses, y compris comment entrer en contact avec les esprits. Quand Crush Crush entra dans le dortoir cette nuit-là, l'homme sortit prudemment de l'ombre et dit bonjour suffisamment fort pour que le fantôme l'entende, ou du moins espérait-elle que le fantôme l'entende. Elle avait appris beaucoup de choses de son père, mais elle n'avait jamais vraiment essayé quoi que ce soit. C'était la première fois qu'elle contactait un esprit. Pour dire la vérité, elle n'était pas vraiment intéressée par le monde des esprits. La seule raison pour laquelle elle avait appris, c'était parce que son père aimait ce genre de choses, et elle voulait passer plus de temps avec lui. Elle n'avait jamais vraiment pris tout cela au sérieux jusqu'à maintenant. L'homme fut surprise lorsque les talons du fantôme s'arrêtèrent au son de sa voix. Elle vit les talons rouges sans s'arrêter et se tourner, puis commencer à marcher avec hésitation vers elle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'ils approchaient. Peut-être n'aurait-elle pas dû faire cela. Et si le fantôme la tuait, elle et ses amis? En pensant à ses amis, elle se retourna et constata que ses amis l'avaient toutes abandonnée à la vue de Crush Crush et se cachaient maintenant sous un lit à proximité. Le fantôme de Manaha fut surpris lorsqu'elle entendit la petite fille la saluer. Elle n'avait pas parlé ni été abordée depuis sa mort. C'était comme si ses oreilles avaient cessé de fonctionner. Pourtant, elle pouvait entendre clairement cette fille. L'enfant semblait avoir à peu près le même âge que sa fille. Tout ce dont Manaha se souvenait à propos de la mort, c'était de vagabonder sans fin, se sentant perdue et blessée. Plus le temps passait sans retrouver sa fille, plus son esprit devenait embrumé. Seul le désespoir de retrouver sa fille perçait, jusqu'à ce que cette petite fille lui parle. Manaha marcha curieusement vers la fille, s'arrêtant à quelques pas pour l'observer. Ce n'est que lorsqu'elle fut proche qu'elle réalisa que c'était la fille qui dormait maintenant dans le lit de sa fille. Elle entendit la fille se présenter et lui demander ce que Manaha cherchait. La fille était polie et offrit d'aider Manaha à trouver ce qu'elle cherchait. Manaha fut étonnée par la gentillesse de la fille, et à cause de cela, sa mémoire commença à revenir. Soudain, Manaha se souvint de sa fille avec des détails vifs, quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis sa mort, et les souvenirs lui apportèrent des larmes aux yeux. Incapable de se retenir, elle commença à raconter à la petite fille l'histoire de Suru, en commençant par le jour de sa naissance. L'homme écoutait attentivement, et tandis que le fantôme parlait, quelque chose de remarquable se produisit. Sa silhouette devint visible, se matérialisant comme de la fumée prenant forme. L'homme se retrouva à ne plus parler à une paire de talons rouges sans, mais à une femme entière. Le spectacle était à la fois déchirant et terrifiant. La femme avait l'air frêle et perdue. Son maquillage était étalé, ses yeux étaient enfoncés, et sa silhouette mince faisait paraître la jolie robe qu'elle portait trop grande pour elle. L'homme ressentit immédiatement de la pitié pour la femme.
La femme parlait avec nostalgie de sa fille. Et son histoire était si déchirante que l'homme oublia qu'elle parlait à un fantôme et commença à se sentir plus à l'aise avec elle. L'homme pouvait voir que la femme était dans une profonde douleur et voulait seulement retrouver son enfant. La femme s'excusa même auprès de l'homme de l'avoir dérangée, elle et ses camarades, les larmes aux yeux alors qu'elle parlait. « Je vais vous aider à la retrouver », dit l'homme après que la femme eut fini de parler. « Je vous promets que je vais retrouver Suru. Vous le ferez ?» Manaa essuya ses larmes, incertaine de devoir croire l'homme, mais l'homme semblait sincère. « Je vous le promets, mais j'ai besoin que vous cessiez de venir dans notre dortoir, au moins pour l'instant. Cela nous empêche de dormir. » Manaa hésita au début. L'idée de ne pas chercher constamment sa fille la terrifiait. Et si elle manquait une chance de retrouver Suru en ne cherchant pas? Et si aujourd'hui était le jour où elle devait retrouver sa fille? Mais le regard sincère sur le visage de l'homme la convainquit. Manaa hocha la tête et accepta de rester éloignée du dortoir pour l'instant. Elles conclurent un marché. L'homme avait 2 semaines pour retrouver Suru et Manaa resterait à l'écart du dortoir. Elles se serrèrent la main et alors que Manaa quittait le dortoir, Loum resta là, se demandant à quoi elle venait de s'engager. Qu'est-ce qui l'avait poussée à faire une telle promesse? Elle n'avait aucune idée si Suru était morte ou vivante, ni comment la retrouver. Et elle avait seulement 2 semaines pour le faire. Qu'avait-elle fait? Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît aimez, abonnez-vous et commentez. Restez à l'écoute pour la 2e partie alors que Loum et ses amis se lancent dans une mission pour découvrir ce qui est réellement arrivé à Suru, la fille disparue. La leçon morale de cette histoire est d'écouter toujours nos instincts. Si votre cœur vous dit de ne pas faire quelque chose ou d'aller quelque part, ne le faites pas. Si seulement Manaa avait écouté son cœur ce jour-là, elle aurait peut-être encore sa fille et serait elle-même encore en vie. L'histoire nous apprend également qu'il y a 2 côtés à chaque histoire. Même si quelqu'un semble être une mauvaise personne en apparence, il faut toujours apprendre à connaître les gens avant de les juger. Vous pourriez être surpris. Regardez comment l'homme a décidé de parler au fantôme le plus craint de son époque pour se rendre compte que le fantôme n'était qu'une femme en souffrance, cherchant sa fille.